Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Babcock International Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le service Top Premium, vous pouvez demander n'importe quelle analyse quantitative, d'accord? Donc, je le fais donc comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. Plus deux entreprises que je vous fournis, que je vous présente ici, qui sont selon moi sous-évaluées. Donc, on présente l'entreprise avec les notes d'analyse, ainsi qu'on fait le suivi tant que le scénario de départ est toujours d'actualité. Donc, il ne s'agit juste pas de présenter deux entreprises et voilà, c'est fini. Non, on fait également le suivi avec. Donc, plus en supplément, c'est que tout ce que vous allez retrouver sur le service Top Newsletter qui est gratuit ici. Donc, le service Top Newsletter, vous recevez généralement ici les notes d'analyse sectorielles. Donc, tout ceci, vous l'avez dans le service Top Premium. Donc, c'est également pour vous un moyen d'encourager la chaîne. Donc, alors, Babcock International, c'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, d'accord? Donc, on peut se dire que c'est un segment qui se comporte bien en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas de Babcock International? En tout cas, au niveau du prix de l'action, ça stagne plutôt. Mais comme je l'ai dit ici, ce genre d'entreprise, il faut jamais regarder ici sur la qualité des contrats qui signent ici, d'accord? Donc, généralement, ici, ce sont des secteurs ce sont des entreprises qui sont très liées ici aux dépenses gouvernementales, surtout au niveau de la dépense, au niveau du secteur de la défense, ok? Donc, tout ce qui concerne armée, etc. Donc, Babcock International, c'est une compagnie anglaise et techniquement, si c'est une compagnie anglaise, son premier client est certain. Enfin, il y a de grandes chances que son premier client soit le gouvernement anglais. Donc, une fois que ça c'est dit ici, ce qu'on cherche généralement, vous savez, le plan reste le même. On recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PE-, la dette nette, la qualité de dividende, et on effectue l'évaluation ici. Donc, en termes de revenus, qu'est-ce que j'observe? En termes de revenus, au niveau du revenu, je veux regarder la tendance. Ici, on a un revenu qui est croissant jusqu'en 2017 et depuis 2017, on a une décroissance. Pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose ici. Parce que je n'ai aucune idée, je ne peux pas savoir en regardant ce chiffre-ci si ça va continuer ou pas. Mon but ici est d'investir uniquement sur des entreprises qui arrivent au moins à maintenir leurs revenus. Mais quand je vois une décroissance ici, il faut déjà qu'on l'explique. Comme je l'ai toujours dit, la partie quantitative, celle qu'on a que de faire ici, présente les chiffres. Si vous voulez expliquer les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Mais déjà, à partir d'ici, on peut savoir quelles questions on va poser et on peut savoir si c'est une entreprise qui mérite un intéressement, qui mérite un approfondissement au prix actuel. Ok, on peut également, même en regardant les chiffres, on peut savoir si c'est même une entreprise qualitative. Ok, maintenant, on doit déterminer la qualité, la source de la qualité, elle vient d'où? Est-ce que c'est parce que c'est l'effet de réseau? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que ce sont les coûts de production? Est-ce que ce sont les coûts de commutation, etc. Donc, on revient ici. En termes de revenus, ici, nous avons à peu près 4 milliards 120. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le revenu futur, d'accord? Donc, parce que ça, c'est déjà passé. Donc, le revenu futur, ici, je vais regarder qu'est-ce que les analystes pensent quoi? En 2023, les analystes s'attendent à peu près à avoir combien? À avoir à peu près aux alentours de 4 milliards 100 millions. Attention, je sais également que parmi nous, beaucoup disent toujours que les analystes, ils ont toujours les estimations ne sont jamais bonnes, etc. Non, ce sont des estimations de prix, c'est normal, parce que les analystes ici ont des impératifs sur un an, d'accord? Donc, il faut regarder ici une chose. Ce qui m'intéresse avant de toucher les analystes, c'est surtout le revenu, les marges. Le reste ne m'intéresse pas. Le price action, parce que je pense que je peux le calculer de moi-même, ok? Donc, l'optimisme ou le pessimisme des analyses, le fait qu'ils baissent les objectifs de prix ou je sais pas quoi, ça n'a aucune importance. Ça veut juste dire qu'on est optimiste ou l'analyse est optimiste ou pessimiste. Moi, quand je regarde ce genre de choses ici, je me rends compte que cet analyste-ci, par rapport à l'estimation des prix, des prix ici, du revenu, il a toujours plus ou moins eu raison, d'accord? Enfin, ça c'est le consensus. L'ensemble de ces analystes, ils ont toujours plus ou moins eu raison. Donc, on peut se dire ici que c'est une entreprise qui va à peu près avoir le même niveau de revenu l'année prochaine. Donc, on s'attend à peu près à quelque chose alentour de... Donc, si on zoome un tout petit peu ici, donc on met ça là, on s'attend à peu près à quelque chose techniquement inférieur à ce qu'on a présentement ici. À peu près aux alentours de 4 milliards 50 millions. Donc, je mets 4 milliards ici parce que je ne sais pas si ça sera plus ou moins, mais vous voyez que la tendance est à la baisse. C'est surtout la tendance qui m'intéresse, ok? Donc, je mets 4 milliards. Et je dois déjà comprendre, je dois déjà essayer de poser comme question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les revenus baissent? D'accord? Donc, on continue ici. En termes de marge brute, donc, je vais regarder la marge brute ici pour voir si on a une marge brute également à peu près stable ou croissante. Après, à partir d'ici, on peut déjà savoir si l'entreprise a un pricing power ou pas. Là, on se rend compte que nous avons une marge brute, disons, voilà, elle est stable, mais également elle est trop petite également. Donc, je n'ai pas de problème avec les marges brutes, ça ne me dérange pas. Mais je sais que dans ce genre de secteur, si
la plupart des entreprises ont quand même des marges brutes assez élevées, mais elle a déjà une marge brute qui est déjà rikiki, donc il faut faire attention. Elle doit absolument être bien gérée. C'est très important. Est-ce que les bénéfices opérationnels, etc., les marges opérationnelles sont là? Donc, généralement, on va regarder ici la marge EBITDA, etc., mais je prends directement la marge nette ici. Je vais regarder ici le bénéfice net et je vais comparer les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. OK? Donc, on prend ça, on met les deux sur le même graphique ici, on met ça là, on se rend compte que les net income et les free cash flow parlent à peu près le même langage. OK? À peu près. Mais ici, une préférence pour les net income. Donc, on va regarder également ceci. Quand on compare bien ici, vous vous rendez compte qu'il y a un gros zigzag à cette période-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ici a pris une perte, une charge exceptionnelle, parce que techniquement, elle n'a pas perdu d'argent avec les free cash flow. Donc, c'est visible. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer les deux. Quand on regarde juste, si vous regardez juste les bénéfices nets, vous allez voir que les bénéfices nets sont négatifs. Or, techniquement, elle n'a pas perdu d'argent. Donc, il faut regarder en profondeur. On peut se dire ici que les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens que les net income, même si les dernières années sont un peu élevées. Mais voilà, on a une certaine moyenne. Donc, moi, je vais revenir ici maintenant parce que je cherche la marge. Donc, en termes de marge ici, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des marges ici en moyenne si on a des marges aujourd'hui de 20% et que la moyenne est de 15%, je préfère prendre la moyenne. Parce qu'au moins, on peut avoir la moyenne. OK? Le 20%, je sais que ça existe. Donc, je peux faire deux hypothèses avec le 15 et le 20%. De toutes les façons, quand je lis les rapports financiers, je dois savoir pourquoi est-ce qu'on a 15%, pourquoi est-ce qu'on a 20%. D'accord? Donc, à ce niveau-ci, je me rends compte que les marges ont augmenté à peu près à cette période. Donc, on peut les prendre ici annuellement. D'accord? Attendez. Je peux même les prendre ici. Margin, je peux normaliser. Est-ce que je peux prendre le normaliser ici? Oui, c'est possible. Margin, normalize. OK, on va le prendre ici. Alors, est-ce que... Non, je vais prendre ça. C'est plus facile pour vous. Margin, faut pas que je vous donne plusieurs... Enfin, faut pas qu'on utilise ici plusieurs éléments sans les expliquer ici. Donc, on va garder la marge nette ici, ça ne dérange pas. Parce que le but ici est de vous faciliter la recherche. Parce que je pense que tout particulier peut à peu près estimer la valeur d'une compagnie. Pensez en termes de rendement, toujours en termes de rendement. C'est-à-dire que quand je vois une compagnie avec un PER de 10, ça veut dire que présentement, le rendement ici estimé est de 10%. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise me reverse la totalité des bénéfices nets, j'aurai 10% de rendement. Là, ça peut sembler très intéressant, mais la question maintenant est de savoir pourquoi est-ce que le rendement est si élevé. Est-ce que c'est parce que la dette est élevée? Est-ce que c'est parce que l'entreprise est en décroissance? Ou bien là, on est pessimiste par rapport à cette industrie? Donc, c'est surtout la question pourquoi. Donc, en termes de marge nette ici, donc on prend juste ça, on met la médiane. Sur les 20 dernières années, nous avons 4,33%. Sur les 10 dernières années, nous avons 5,48%. Sur les 5 dernières années, nous avons 3,56%. Donc, quand je mets sur les 10 dernières années, on a quelque chose d'assez élevé, OK? À peu près 5,48% par là. Donc, je prends ici en termes annuellement, on va le faire simple. Donc, on a à peu près 5% sur les 10 dernières années, OK? 5%. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 4,16%. Donc, disons 4%. Donc, je vais couper la poire en deux. Je prendrai ici quelque chose aux alentours de 5%. Et je suis même assez gentil parce que voilà, on a cette décroissance qui est là. Mais également, on peut voir ici que les analystes, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes par rapport à des marges nettes qui vont remonter dans le temps? Donc on voit ici que les revenus ont tendance à diminuer. Il faut faire attention aussi parce que si les revenus baissent, ça aurait également un effet sur les marges nettes, surtout si on ne s'ajuste pas. OK? Donc, on peut voir ici que les analystes, en un an, le revenu, ils sont à 170 millions. OK? Sur une période de 3 ans. Donc, je vais voir sur 3 ans s'ils sont optimistes sur 3 ans. Donc, je vais voir quelque chose. J'essaie de regarder quelque chose qui est bien plus haut que ça. Normalize net income. On prend ça sur 3 ans, donc N plus 3. On constate qu'on est un tout petit peu plus élevé. Donc, on s'attend à une certaine croissance sur les 3 prochaines années. Donc, en termes de revenus, on se rend compte ici que pour le revenu également, c'est toujours bien de comparer. Si on prend le consensus du revenu sur les 3 dernières années, sur les 12 prochains mois, on s'attend à 4 milliards 50 millions. Sur les 3 prochaines années, on s'attend à combien? On s'attend à peu près à quelque chose aux alentours des 4 milliards 170 millions. Donc, vous voyez que c'est à peu près quelque chose de stable ici. Donc, les marges vont avoir tendance à augmenter et on se situe quelque part aux alentours de 5% par là. Donc, je prends ici 5%. Voilà, c'est la finalité de la chose. Donc, ici, on va prendre 5%. OK? Maintenant, nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ces actions? Donc, on prend ça, on diminue, on baisse, on regarde ici. Non, elle augmente plutôt son nombre d'actions de 504 millions ici. On est monté à 515 millions. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait une acquisition, etc.? Il faut vraiment que ça soit justifié. Mais pour le moment, ici, je sais qu'on augmente notre nombre d'actions ici et en même temps, on est à 515,2. 515,2, c'est ce que je vais noter ici. D'accord? Donc, 515,2. Donc, 515,2. Voilà. Maintenant, en termes de PER, le marché paye généralement combien pour ce genre d'entreprise? Price,
On met ça là. On va mettre ça les 12 derniers mois. Vous allez voir qu'il y a ce zigzag. Si c'est parce que justement l'entreprise ici n'a pas... Vous voyez la perte que l'entreprise a eu tantôt. Donc ça a eu un impact. Voilà l'impact que cette perte-là a eu ici. Donc c'est pour ça que je n'aime pas prendre la moyenne, mais je préfère prendre généralement la médiane parce que je pense que la médiane ici me permet d'avoir une meilleure information que la moyenne. D'accord? Donc la médiane ici sur les 20 dernières années est de 17 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, à peu près 17 fois les bénéfices. Moi, j'arrondis directement, d'accord? Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 10 fois, 11 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on est également à 10 fois les bénéfices. Donc, attention. La médiane ici peut être le PER peut être impacté par la croissance, d'accord? Vous avez vu que les revenus sont décroissants. Ça peut également être impacté par la dette. OK, mais d'habitude, le marché paye 5 fois, le marché paye 17 fois les bénéfices. Je prends que 17 fois les bénéfices. Vous savez également que vous pouvez prendre 10 et 17. OK, à vous de choisir l'hypothèse qui vous arrange. Et il ne s'agit pas juste de prendre une hypothèse qui nous arrange, il faut également aller fouiller derrière. Est-ce qu'elle mérite vraiment ces 17 fois les bénéfices, surtout si le business ici est en décroissance. Encore même que si le business est en décroissance, il faut faire très attention parce que ça devient de plus en plus récent. Donc, on a 17 fois les bénéfices. En termes de dette nette ici, donc on prend la dette nette. Donc regardez toujours la dette nette par rapport à l'EBITDA, mais n'oubliez jamais que la dette nette, on la repaye avec les free cash flow. Donc il faut toujours une entreprise qui a des free cash flow. La dette nette ici est aux alentours de 1 milliard 60 millions. Et elle est en décroissance ici. 1 milliard 60 millions, c'est bien. C'est également une bonne information que la dette nette est en décroissance. 1 milliard 60 millions. OK? Donc qu'est-ce qu'on peut également remarquer ici? Si on prend la dette nette sur EBITDA, donc on veut quelque chose en dessous de 5. Donc, on regarde ici, la dette nette sur EBITDA aux alentours de 3, donc assez gérable ici. OK, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie ici. OK, donc, si je prends ici 4 milliards 50 millions, multiplié ici par 5% de marge bénéficiaire, d'accord, fois 17 fois les bénéfices, OK, moins la dette nette qui est aux alentours de 1 milliard. 1 milliard combien? On a une dette nette ici aux alentours de combien? 1 milliard, ça fait combien? 1 milliard 60 millions. 1 milliard 60 millions. OK, on arrive à quelque chose autour de 2 milliards 382, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 515,2, divisé par 515,2. OK, on pourrait se retrouver une valorisation autour de 4,60, des 4 livres 60. 4 livres 60, parce que c'est une entreprise qui est cotée ici à Londres, donc 4 livres 60, donc quelque part ici à ce niveau-ci. OK, donc la valeur de l'entreprise se retrouve à peu près 4 livres 60. En prenant en considération la dette, on est à ce niveau-ci. OK, donc là, en date d'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement parce que je l'ai pris ici à X, on met ici X 17 égale à 4,6. OK, mais également, n'oubliez pas, on peut se dire que c'est opportunité d'investissement. Est-ce qu'on investit? Non. Allez questionner le pourquoi est-ce que les PER sont peu élevés ces dernières années. Est-ce qu'on s'attend à une décroissance? C'est très important. Parce que si on s'attend à une décroissance, il faut toujours également se protéger. On peut se dire qu'OK, on peut prendre deux hypothèses ici, une hypothèse avec 17 fois les bénéfices, une hypothèse avec 10 fois les bénéfices ici. Admettons qu'on prend 10 fois les bénéfices. À 10 fois les bénéfices, il est préférable de ne pas enlever généralement la dette en fait, parce que c'est 10 fois les bénéfices, c'est assez correct, surtout quand une entreprise a la possibilité de rembourser cette dette-là. Donc quand on prend le 202 ici, donc ça va nous donner ici 202 multiplié par 10, ça fait 2,025 divisé par le nombre d'actions, excusez-moi, 2,025 divisé par le nombre d'actions. Donc le nombre d'actions ici est de combien? On a à peu près aux alentours de combien? Où est-ce que j'avais ce chiffre-là? Est-ce que je l'ai mis ici? Oui, il est quelque part ici. 515,2. Donc divisé ici par 515,2. On arrive ici à une valorisation autour de 3,93 livres sterling. Donc à X10, sans la dette, donc without debt, OK. On arrive à combien? Alors, 3,93. 3,93. Voilà. Donc, on va se dire ici que l'entreprise est sous-évaluée avec tous ces deux éléments-ci. Mais le plus important maintenant est de savoir pourquoi. Parce que nous, ici, on veut des revenus qui restent stables. Parce que si les revenus continuent à décroître, à baisser dans le futur, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut déjà comprendre, il faut déjà savoir d'où est-ce que ça provient. Est-ce que c'est durable? C'est vraiment la question qu'on se pose. OK? Parce que les chiffres, on peut leur faire raconter tout et n'importe quoi. Donc ici, généralement, on essaie d'être le plus conservateur possible, d'accord? Donc, mais ici, on sait qu'au prix actuel, ça peut être intéressant à aller creuser parce que si on a une opportunité, le prix actuel est déjà assez correct et les revenus futurs pourraient être plus élevés que ça. Mais pour le moment, on est plus sur le maintien. Maintenant, est-ce que c'est à moi de vous dire non, passez à autre chose? Non, allez-y creuser. Ça reste ici une compagnie qui est dans le secteur de la défense. On ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon point de vue.
et non un conseil d'investissement. Et vous avez également la possibilité, enfin pas la possibilité, vous avez le droit, littéralement, de ne pas être d'accord, et j'espère que ce sera le cas. Et voilà, dites-moi en commentaire, si pour ceux qui ont déjà lu l'entreprise, sur l'entreprise ici. Donc, on voit également qu'elle a coupé son dividende, c'est une bonne chose, d'accord, parce que je pense pas que, c'est pas qu'elle ne pouvait pas payer ce dividende-là, mais ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus en difficulté. Donc, le fait qu'elle ait coupé son dividende, c'est en 2019, c'est une bonne chose, parce que regardez, la dette. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dette également à partir de cette période-là? On coupe le dividende et on commence à rembourser la dette. Donc c'est important, c'est bien. Donc je veux voir que je ne sais pas qu'elle a un problème de dette en tant que tel, mais peut-être également elle a une décroissance au niveau des revenus, donc elle veut protéger le maximum de cash possible. Mais il faut faire attention, allez-y creuser un tout petit peu plus ici, ok? Donc est-ce que c'est une entreprise qui va personnellement m'intéresser? En tout cas, à l'heure actuelle, les choses, vu les niveaux de marge, chiffres, etc., je préfère déjà m'abstenir, d'accord? Donc c'est pas le genre d'entreprise que ça ne me dérangerait pas de lire sur la compagnie, mais il faut faire un choix. Est-ce que je peux faire lire sur Lockheed Martin dans le secteur de la défense, ou bien sur Thales, ou bien sur Dassault Systèmes, ou Dassault Aviation, ou bien sur Northrop Grumman, ou bien sur General Dynamics. Donc je dois faire un choix. Je peux faire donc ces entreprises-là par rapport à Babcock International. En tout cas, du point de vue quantitatif. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise entreprise? Non. Mais il faut comprendre à peu près qu'est-ce qui se passe présentement, et je pense que le rôle de quelqu'un qui serait intéressé par cette compagnie-ci, c'est de les regarder en profondeur. On a essayé de poser des questions ici. Maintenant, à vous de voir ce que vous pouvez faire avec. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Donc, on se donne également, pour ceux qui veulent aller plus loin, l'abonnement pour la Top Newsletter est là, ainsi que pour le service Top Premium. On se dit à bientôt. Merci.